Donc moi, je vais vous parler d'un domaine un peu particulier, puisque j'interviens dans la consultation CAI de ma place à l'UPPEA, donc qui est un centre de consultation pour les troubles d'apprentissage des enfants. J'ai une spécificité dans cette consultation, c'est que je reçois des enfants qui sont en difficulté pour apprendre à lire et à écrire, donc pour qui l'accès au langage écrit en fait est très entravé, parfois impossible. Et que c'est à cette place-là finalement que la CAI me demande, c'est-à-dire qu'il m'adresse à un enfant pour qui il se pose la question de son rapport à l'apprentissage. Alors je vais rapidement vous expliquer comment ça se passe. Donc c'est un entretien informel avec l'enfant où on parle, où il me raconte un peu son histoire, son rapport à l'apprentissage, ce qu'il a fait, son parcours scolaire, sa famille, etc. Et en même temps qu'on parle de tout ça, j'essaye à un moment donné de regarder avec lui comment ça se passe quand je fais une demande que lui se mette à lire ou à écrire. Et à ce moment-là, j'observe finalement quel est son rapport avec tout ça et comment il va pouvoir se saisir de cette demande, essayer de l'éviter, essayer de s'en abstraire, développer des agitations corporelles, etc. etc. Alors, ce qui est important pour moi dans tout ça, c'est que, de mon expérience de cette place-là, la question de l'écrit, ça vient toujours convoquer la question des origines. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment, enfin moi je n'ai pas rencontré un seul enfant, qui à un moment donné, quand je demande qu'il se mette à lire et à écrire, ne vient pas m'expliciter l'origine de son prénom, comment est sa grand-mère, pourquoi son père est comme ça, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas aborder l'écrit sans avoir construit un point d'origine subjectif. Voilà, il faut avoir construit un point d'origine subjectif. Sinon, ça devient extrêmement compliqué. Alors c'est peut-être pour une raison assez simple, c'est que l'écrit, c'est une architecture construite, même très construite, où il y a des points de coordonnées très précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre pour lire et écrire de ne pas être à une place précise. Parce que d'abord on lit de droite à gauche, de haut en bas. Les syllabes, elles sont organisées pour faire des mots, et que si jamais on commence à changer les points d'origine des syllabes, ben en fait, on ne peut plus ni lire ni écrire. Donc c'est probablement pour ça que les enfants viennent questionner tout ça. Alors, donc les enfants qui viennent de la CAI, alors je ne peux pas dire que j'ai remarqué beaucoup de très très grandes différences avec les enfants tout venant que je peux voir. Par contre, c'est vrai qu'ils ont probablement une sensibilité très particulière à ces questions-là. Et que c'est peut-être quand je travaille avec eux, quand je fais des suivis, que c'est peut-être le plus flagrant, où moi ça me demande en tant que clinicienne de travailler des éléments ou des points d'éléments très particuliers, justement parce que leur capacité ou leur possibilité de créer un roman familial est très compliquée parfois, et ça demande presque de faire des paraboles entre le début du suivi et la fin du suivi. C'est-à-dire on commence sur, par exemple, une impossibilité à dire un prénom ou même à l'écrire, et on arrive à la fin d'un suivi, il y a une petite fille qui va venir raconter sa propre histoire et ses propres origines. Et c'est à partir de là qu'elle va commencer à lire et à écrire, en fait. Avant, ça sera tout le processus de création qu'elle va mettre en place. Donc, pour accéder au processus de lecture et d'écriture, l'enfant, il va construire, en fait, ce qu'on peut appeler son point de coordonnée subjective. C'est-à-dire, il le construit. Parce qu'il a besoin quand même d'une sorte de point fixe, de positionnement, de point identitaire. Et à partir de ce point-là, il se détermine pour dire ce qui se lit avant, ce qui se lit après, ce qui se lit pendant, ce qui se lit pas pendant, quel est le temps, la temporalité, la grammaire, qu'est-ce qu'un sujet, un compliment, pourquoi est-ce qu'on les met ensemble, pourquoi est-ce qu'on les disjoint, pourquoi ça s'accorde. Il faut que lui, il ait vraiment une représentation d'un point d'identité extrêmement précis, en fait. Sans ça, il est dans le flou, et s'il est dans le flou, il ne peut pas se mettre à lire et à écrire. C'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de construire petit à petit le langage.
Alors, le moment de création comme ça de l'identité subjective, il y a beaucoup effectivement la période de l'enfance, mais il y a aussi la période de l'adolescence. On va dire que ça se réaménage très souvent. Et puis peut-être même qu'on peut dire que toute notre vie, on aménage un peu notre point subjectif d'identité, hein, à travers les événements de la vie. Donc c'est ce que tout le monde a dit ce matin, c'est un véritable processus créatif, c'est-à-dire que l'enfant, il va faire, il va construire, il va créer, il va imaginer, il va tricoter son propre roman. Et c'est important que ça soit le sien, c'est-à-dire que ça ne doit pas être celui des autres, parce que quand c'est celui des autres, ça ne marche pas non plus. Et puis pour construire tout ça, il a besoin de plein de choses. Il a besoin effectivement d'éléments de réalité, mais il a aussi beaucoup besoin de son imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas demander à un enfant de construire son roman personnel ou son identité subjective sans qu'il puisse lui aussi rêver et fantasmer autour de choses qui pourraient être possibles. Alors il se trouve que moi j'ai été élevée en Afrique subsaharienne et que donc j'ai une histoire où moi on m'a beaucoup conté des choses, hein, et que j'étais une petite française qui arrivait donc en Afrique avec une grand-mère qui faisait des tartes aux pommes. Et j'ai des souvenirs comme ça où Nounou racontait des choses et où j'ai créé en fait tout un imaginaire qui était une articulation comme ça entre ce que ma grand-mère me racontait, ce que ma nounou m'expliquait de son histoire à elle, tout ça sous aussi des fantaisies avec des mamiwata qui sont des espèces de sirènes en Afrique, voilà. Et que c'est tout ça qui m'a permis probablement de créer quelque chose et qu'aujourd'hui encore tout ça est mêlé en fait, c'est-à-dire que ça peut pas être que du réel, c'est pas possible. Alors quand il y a des difficultés, très souvent, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que il y a soit une crispation sur les éléments de réalité, c'est-à-dire que l'enfant il est trop accroché à sa voix vraiment dans le réel, qui sait, comment c'est, voilà, et que du coup il n'a pas du tout de possibilité d'accepter en fait qu'il y ait un peu d'imaginaire et qu'il y ait un peu de sa propre part à lui de construction. Et là, ça fait des empêchements. A contrario, on a des enfants qui sont eux beaucoup trop dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans des configurations où en fait aucun élément de réalité n'est acceptable. Ils refusent la réalité, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça ne soit que de l'imaginaire. Or, la question de l'écrit, c'est une question qui a rapport avec le symbolique, et que pour construire du symbolique, il faut toujours un peu de réel et un petit peu d'imaginaire, et du coup, on arrive à du symbolique, et donc à l'écriture et à la lecture. Et tout ça, en fait, pour l'enfant, c'est vraiment une question de modulation, c'est-à-dire à arriver à moduler tous ces éléments ensemble pour faire advenir l'écrit. Alors, je vais maintenant rapidement juste vous illustrer ça avec 3 vignettes cliniques assez courtes, 2 de petites filles et une d'un adolescent. À savoir que la première petite fille, on va dire qu'elle était très empêchée et que du coup, on va dire que sur le plan de la structure, c'était quand même une structure qui était bien plus du côté de la psychose que de la névrose, que quand il n'y a pas de construction, on n'est quand même pas du côté de la névrose en général. Donc c'est une petite fille qui est adoptée en Asie. Elle a beaucoup de mouvements, elle a beaucoup de mouvements corporels, elle a beaucoup d'agitation, elle a des stéréotypies, etc. etc. Elle est complètement non lectrice. Quand elle vient me voir, elle rentre comme ça dans le bureau, elle parle beaucoup, elle me raconte des choses sur son histoire, etc. Et la première fois finalement où elle montre combien c'est difficile, c'est quand je lui demande de se mettre à écrire, et là, elle commence à s'arracher les cheveux, elle commence à partir sous la table, à s'agiter. Et elle me dit, je vais dessiner un gars, parce qu'ils sont beaux. Et elle dit, je ne veux pas écrire mon prénom, je ne veux pas faire ma famille. En fait, ce qui me gêne, c'est de parler de quand j'étais en Thaïlande et quand j'étais bébé. Alors ensuite, c'est une autre petite fille qui, elle, fonctionne plutôt sur le type de la névrose, qui, elle, est adoptée en Russie, qui est aussi assez logoréique.
Elle a certaines difficultés, mais elle lit plutôt bien, c'est plutôt l'écriture qui est attaquée pour elle. Alors tout est assez fragmenté, mais on voit qu'elle essaye de construire quand même des choses. Ce qu'elle dit tout de suite, c'est qu'elle me dit qu'elle a un secret qu'elle a confié à sa meilleure amie. C'est mon secret, c'est que je suis adoptée. Faut pas le dire, je pourrais avoir la honte. On va dire pourquoi elle est adoptée. Moi, j'ai pas envie que tout le monde le sache. C'est important pour moi, c'est ma vie privée et familiale. Moi, j'aimerais être née dans le ventre de ma mère. On m'a pris, j'avais 1 an. Elle poursuit. Une amie de ma mère était amoureuse d'un ami de mon père. Alors, ils se sont rencontrés, ils se trouvaient beaux et blablabla. Ma mère, elle avait bu de la drogue. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi. On m'a mis à l'orphelinat. Mon père, il habitait en Ukraine. Il était super violent. Il criait. Ils étaient juste ensemble, je crois, pas mariés. Mais finalement, elle arrive à mettre les 2 histoires l'une à côté de l'autre, ce qui fait que quand même elle essaie, on voit bien qu'elle est dans une tentative, en tout cas de construction. C'est disjoint pour l'instant, mais on peut penser qu'avec une aide thérapeutique, elle va commencer à créer finalement son propre roman. Et le dernier, c'est un grand adolescent que moi j'ai trouvé assez formidable, avec une histoire assez épouvantable. Il est en ITEP, avec une médication assez importante, la limite de la déscolarisation. Il est originaire d'Haïti, il est adopté par une famille adoptante très dysfonctionnante. La mère boit, violente. Il est adopté avec son frère aîné qui finit par se suicider. Voilà. Mais lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend l'écrit pour être un appui. Et donc, moi, je le reçois, il m'explique toute cette histoire, combien ça a été difficile pour lui, avec vraiment beaucoup de recul et beaucoup de finesse dans sa description. Et il me dit, finalement, moi, ce que j'aime, c'est écrire des chansons. Et je lui dis, allez-y, écrivez une chanson. Et donc, il écrit ça. Je suis née en Haïti, c'est un peu loin d'ici. J'ai passé 2 ans de galère à trouver mes repères. Et d'une seule seconde, j'ai vu 2 personnes et arrêté de me morfondre. Je me demande ce qu'ils voulaient et magiquement, ils m'ont adopté. Donc là, on voit bien qu'en fait, il a fait son propre roman et que quand bien même la famille adoptive a été dysfonctionnante, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée son histoire et que pour lui, finalement, c'est une bonne histoire. Voilà, je vous remercie.